Tu écoutes actuellement Singulière Pluriel, épisode 9. Bienvenue dans l'univers de Singulière Pluriel, le podcast des femmes qui redéfinissent l'entrepreneuriat par-delà les conventions et le besoin de conformité. Je suis Marie-Laure Bourgeois et à chaque épisode, je te propose d'explorer l'univers incroyable de l'entrepreneuriat au féminin. Dans ce podcast, tu retrouveras des témoignages de chefs d'entreprise qui cassent les codes de leur profession et qui expriment différemment leurs talents au quotidien. Tu entendras aussi des mots doux, des billets d'humeur, des discussions thématiques et parfois même des digressions poétiques. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Bellagui. Bonjour Sophie. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir Marie-Laure. Avec plaisir. À Sophie, comme à mon habitude, je vais dire quelques mots pour te présenter. Alors on se connaît puisqu'on a travaillé ensemble à plusieurs reprises et finalement c'est presque encore plus dur pour moi de donner les informations te concernant. Je pourrais dire par exemple que tu es une magicienne, mi-coach, mi-chamane qui d'un coup de baguette magique peut changer la vie des gens. Ça me semble assez juste comme description car tu as la réputation de réaliser des transformations impressionnantes en une seule séance de coaching. Bac+5 en marketing, coach certifié, maître praticienne en PNL, programmation neurolinguistique, formée à l'EFT, technique de libération émotionnelle, à la CNV, communication non violente, à la thérapie du champ mental, à la relaxologie, en sonothérapie, en breathwork et plus récemment en neuromarketing. Et bien avec tout ça, on pourrait croire que tu as passé la moitié de ta vie en formation. Et pourtant, si je continue de creuser, tu as aussi été directrice générale de belles sociétés, dont l'une que tu as cofondée. Tu as accompagné des centaines de femmes en individuel, réalisé de nombreux parcours d'accompagnement en collectif, et tu es toujours en parallèle de ton entreprise Wonder You, responsable pédagogique à l'EM Lyon. Tu es aussi l'auteur de plusieurs livres et d'une collection de livres audio d'auto-coaching. Ça en fait des choses tout ça. Une grosse expertise donc dans le marketing, l'entrepreneuriat et l'accompagnement que tu mets aujourd'hui au service des femmes leaders, qu'elles soient dirigeantes ou cadres supérieurs. Alors, j'ai fait de mon mieux pour ne rien oublier. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour ta défense, Sophie ? Alors pour ma défense, je sais pas, mais ce que j'aimerais dire, c'est que finalement tout ça marche ensemble dans une intention d'expansion. On dit que l'univers est en expansion, la vie est l'expansion, le témoignage de l'expansion. D'ailleurs, on dit que tout ce qui arrête de grandir meurt, et c'est la réalité quand on regarde la nature. J'avais fait cette expérience d'ailleurs en ayant une plante qui était très haute et qui à un moment donné a touché le plafond. Et j'ai commencé à m'apercevoir qu'elle perdait des feuilles et j'ai pas compris au départ que c'était parce qu'elle touchait le plafond. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai déménagé, elle a pu continuer de pousser et donc et cette fois-ci, elle a gardé ses feuilles. Donc c'est effectivement ça pour moi. La vie est expansion et quand on arrête de grandir, quand on arrête d'apprendre, quand on arrête d'évoluer, c'est déjà qu'on est en train de, alors peut-être pas de mourir dans l'instant, mais en tout cas il a déjà une forme de survie qui peut s'installer. Et pour moi, en fait, apprendre, c'est entretenir la vie à l'intérieur de soi. Et puis je trouve que la vie est tellement passionnante. En fait, on n'aurait pas assez d'une vie en réalité pour faire tout ce qu'on a à faire. Et donc j'essaye d'optimiser en tout cas le temps qui m'est donné. Et donc c'est ce qui fait que j'apprends comme ça. Et pour le coup, c'est vraiment une passion. En fait, ma grande passion, c'est l'humain. Et du coup, j'accompagne aujourd'hui, effectivement, on va en reparler, mais plus spécifiquement les femmes. Mais au départ, c'est un peu comme si on nous a donné un corps, on nous a donné une vie. Et depuis le début, je suis cette petite fille qui est passionnée de vouloir lever le capot pour voir comment ça marche dessous. Et vraiment, par tous les bouts, tu vois, que ce soit sous l'angle énergétique, physique. Je pense que j'aurais pu aussi être médecin ou chirurgien. En l'occurrence, bon, je suis moins à l'aise avec tout ce qui est, voilà, pour le coup, la peau, le sang, etc. Mais j'adore comprendre comment ça marche. Et au fond, finalement, c'est vraiment une quête de sens et une quête de comprendre la vie au sens le plus humble, c'est-à-dire la vie en moi, mais du coup la vie pour les autres et puis la vie au sens universel, métaphysique, spirituel, etc. Comprendre comment tout cela fonctionne. Comment tout cela fonctionne et comme tu le disais, du coup, tu es spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Le féminin, ça joue un rôle important pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de ce principe du féminin ? En fait, c'est assez récent finalement puisque moi, jusqu'à à peu près 50 ans, j'ai
poussé, j'ai voilà dirigé des entreprises, dirigé des équipes, ensuite accompagné des clients, etc. Mais j'étais dans une dynamique sans me rendre compte qui était très yang, c'est-à-dire je pousse, je donne, je fais des efforts, j'avance. Et donc l'important, comme je te disais, pour moi, c'était l'expansion. Mais à cette époque-là, je visualisais quelque chose de plutôt linéaire, un objectif, ok, j'enlève ce qui bloque et je continue d'avancer, que ce soit pour moi ou pour les autres. Et puis, arrivé à la ménopause, la fameuse ménopause dont beaucoup de femmes parlent, enfin surtout quand elles commencent à en découvrir les bienfaits. Enfin, au départ, c'est pas très agréable avant de comprendre que finalement c'est une bénédiction. Mais voilà, quand j'ai commencé à vivre ce temps-là, et donc finalement, évidemment, à faire le deuil de la maternité, puisque c'est ça qui se joue, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vécu à moitié comme un homme et tout le reste, en tout cas, en tant que maman, en tant que mère. Et donc, maman, au départ, de mes frères et sœurs, en tout cas, de ma sœur qui était la plus proche, et puis plus tard, maman de mes enfants, j'ai adoré ça. Hein. Et puis, quand j'étais plus maman, c'est là qu'est venue se poser la question de finalement, qu'est-ce qui reste de moi? C'est qui moi? Si je ne suis plus maman, c'était plus grand chose, puisque moi je suis d'origine sicilienne, et donc du côté de ma mère il y avait cette tradition, voilà, de la femme qui est la mama, et j'avais vraiment reçu dans mon éducation cette idée que une femme, elle est soit une mère, soit une pute, voilà, sans être vulgaire. Et donc vraiment je me revois arriver à la cinquantaine et me dire, mais mince, si je suis, alors bien sûr je reste une mère, mais disons que si je suis plus dans ce rôle maintenant de m'occuper de mes enfants au quotidien, puisque les enfants, bien sûr, ça arrivait aussi à l'âge où ils sont partis, où ils ont quitté le nid. Si je suis plus dans une fonction maternante, alors qui reste-t-il de moi? Et c'est là que je me suis formée au féminin sacré. Donc j'ai fait une formation pendant 6 mois pour découvrir en fait que ce que je pensais savoir ce qu'était une femme, et en fait je n'en avais vraiment qu'un tout petit aperçu, parce qu'en fait une femme c'est pas simplement une mère, c'est pas simplement non plus une machine à produire, hein, parce que dans la fonction maternelle il y a aussi beaucoup produire du soin, produire voilà, de faire la cuisine, faire le ménage, enfin il y a beaucoup de choses à œuvrer, mais qu'en fait une femme ça pouvait être aussi le recevoir, ça pouvait être aussi la sensualité, ça pouvait être aussi l'intuition, ça pouvait être aussi les émotions, ça pouvait être aussi la vulnérabilité, la douceur. Toutes ces choses, en fait, que je ne m'autorisais pas, que je ne m'accordais pas. Et ça a été vraiment une grande découverte. Je me rappelle ce moment où je me suis formée au féminin sacré. Ça m'a fait la même impression. Je sais pas si tu as déjà fait de la plongée sous-marine. Je te le recommande. La première fois que j'ai plongé en mer, et cette sensation où finalement, donc on a des bouteilles, on a le masque à oxygène, et donc avec les poids qui sont attachés autour de la taille, on flotte dans l'eau. C'est-à-dire qu'on ni on coule, ni on flotte à la surface, mais vraiment on peut naviguer dans un nouveau monde, un nouvel environnement liquide. Et donc ça fait comme la découverte d'un nouveau monde. Et là, c'était pareil. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à découvrir tout ce que pouvait être le féminin, avec tous les archétypes, hein, quand on se forme au féminin, on passe par ça, l'amoureuse, la mystique, la femme amazone, etc. J'ai découvert un nouveau monde, qu'une femme pouvait être tout ça, qu'elle avait le droit d'être tout ça, et qu'en plus, depuis toujours, en fait, une femme porte cette dimension, en l'occurrence cyclique, qui est une des caractéristiques du féminin à travers son cycle menstruel. Et en fait, j'ai réalisé progressivement que on évolue dans un monde qui est un monde d'hommes. Alors voilà, c'était des questions qui m'avaient pas vraiment préoccupée jusque-là, j'avais pas vraiment fait attention. Et tout à coup, j'ai commencé à réaliser que oui, la société aujourd'hui est patriarcale, c'est pas d'aujourd'hui, ça date de, on dit entre 3 et 5 000 ans, selon les auteurs et selon les recherches qui sont faites, mais c'est finalement assez récent. Et que on vit dans une société où finalement on nous demande d'être le même chaque jour. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu savais, mais le cycle hormonal d'un homme se fait sur 24 heures. Oui. Donc l'homme est le même finalement tous les jours. Tous les matins, il se réveille avec la sève qui monte, et puis en fin de journée, ça décline et ça recommence. Et donc ça lui permet assez facilement, on va dire, en tout cas plus facilement, d'être le même du lundi au vendredi, quel que soit le jour du mois. Alors qu'une femme, on le sait, pour être toute femme, on n'est pas du tout les mêmes selon les moments de notre cycle. Déjà, dans une journée, être la même, c'est compliqué. Alors en plus, si du lundi au vendredi ou du 1er jusqu'au 15 du mois, on n'est pas du tout la même. On passe par tous ces cycles. Et en fait,
Je sais pas toi, mais moi en l'occurrence, c'était une dimension que je n'avais pas du tout, et je me suis jamais écoutée dans ces variations. Et donc, qu'est-ce que ça faisait? Bah, ça faisait que quand j'étais en phase haute, je me disais, oh là là, je suis fière, je suis forte, je suis la meilleure. Et quand j'étais en phase basse, je me disais, oh là là, mais je suis trop nulle, et pourquoi je suis comme ça, et je suis la seule qui suis comme ça. Et donc, je me dévalorisais. Et j'avais pas compris, et ça, c'est vraiment des enseignements aussi que j'ai compris beaucoup, beaucoup avec le chamanisme, parce que j'ai fait 3 ans de compagnonnage chamanique, j'ai vécu beaucoup d'initiations. Et en fait, ça m'a vraiment réconciliée avec la nature, avec les cycles de la vie, avec les énergies qui existent dans le monde, dans l'univers. Et en l'occurrence, cette idée que les deux sont nécessaires, et que même dans nos phases de moins bien, hein, quand la femme enclenche sa descente, en fait, c'est un moment de grande connexion avec le monde intérieur, avec le monde invisible, avec l'intuition, avec recevoir la guidance, et qu'en fait, euh, c'est une erreur, à mon sens, de vouloir, en tant que femme, être la même tous les jours du mois et de l'année, et qu'il s'agirait plutôt de repenser notre fonctionnement professionnel, scolaire ou autre, avec vraiment des choses qui pourraient s'adapter aux phases. Et d'ailleurs, dans les tribus indigènes, les tribus amérindiennes, les femmes, je ne sais pas si tu savais, mais les femmes qui avaient leur menstruation étaient mises à l'écart de la tribu, non pas parce qu'elles étaient impures, sales ou comme on pourrait le penser, pas du tout. C'est simplement qu'on savait que dans les jours du cycle menstruel, en fait, la femme est vraiment dans son pic de yin, on pourrait dire, hein, le plus dans son creux. Et en fait, c'est ce temps où on lui permettait de vraiment se reposer, parce qu'elle recevait, elle était en capacité de recevoir les messages, la guidance qui allait servir pour tout le village. Donc c'était vraiment quelque chose qui était valorisé. Donc elles étaient comme ça dans des huttes à part pour pouvoir recevoir ces enseignements-là. Et c'est quand même fou de penser qu'aujourd'hui, on a perdu toute cette conscience finalement, et ça mériterait, alors ça revient, hein, tout ça, il y a le fonctionnement des, je sais pas si tu connais, des tentes rouges par exemple, où les femmes se réunissent maintenant une fois par mois, voilà, selon les cycles de la lune, mais ça vaudrait le coup de repenser les choses, et peut-être de s'offrir à soi-même déjà des calendriers dans lesquels on est plus en accord avec son cycle. Alors ça peut être menstruel, ensuite quand on est ménopausé, on va plutôt se caler sur le cycle de la lune, mais en tout cas être attentive à comment fonctionnent ces vagues à l'intérieur de nous, pour pouvoir en fait pas lutter contre soi, mais au contraire surfer les vagues. Et donc quand je suis en phase haute, et ben me relancer dans des choses plus actives, plus yang, plus action, plus production. Et au contraire, quand je suis en phase de descente, me remettre dans ce qu'on appelle la phase yin, hein, du cycle, c'est ouest et nord, dans la roue amérindienne, dans la roue médecine. Et donc dans ce moment-là, je suis plutôt, après la phase d'ovulation, je suis dans le temps de la libération, de la récolte, de voilà, lâcher tout ce qui me convient plus, de faire l'analyse, le bilan de ce qui s'est passé dans les 15 prochains jours, de lâcher finalement, de libérer, de refaire de la place pour qu'au prochain printemps, hein, pour qu'à la prochaine, voilà, la fin des menstruations, je puisse repartir dans un nouveau cycle de vie de 28-30 jours, quoi. Voilà. Ok. Super intéressant, effectivement, on n'y pense pas au quotidien, on n'y pense pas assez. Et puis c'est pas du tout pris en compte dans le milieu professionnel notamment, mais même familial. Et tu m'as confié un jour où on discutait, les femmes et le compromis, ça suffit. Tu es une femme sans compromis. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu voulais dire par là? Oui, je pense que, alors, ça résonne très fort pour moi, et je me suis rendu compte que, voilà, en accompagnant plein d'autres femmes, que ça résonnait pour beaucoup d'entre elles. Alors, est-ce que c'est moi qui les attire? Je ne sais pas. En tout cas, on verra avec les personnes qui écouteront. Moi, j'ai été éduquée dans une éducation qui était assez droite, assez, voilà, rigide, dure. En tout cas, il y avait des principes qui étaient très établis. Et dans ce qui m'a été transmis, il y avait cette idée que on peut pas tout avoir dans la vie, que le prince charmant ça n'existe pas, que le monde de oui oui ça n'existe que dans les livres, etc., etc., et que donc il faudrait arrêter de rêver. Et j'ai beaucoup entendu, alors au départ peut-être de mes parents, et puis plus tard d'autres personnes, ça pouvait être de compagnons ou d'amis, oui, fais des efforts, il faut faire des efforts, fais des compromis, hein, voilà, fais des sacrifices, prends sur toi, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup pris sur moi pendant toute ma vie, jusqu'à 40 ans, où là, je me suis dit, ça suffit. J'en ai assez de prendre sur moi. Je me suis rendu compte que j'avais pas construit d'estime propre, tu vois, d'estime personnelle, que je ne m'aimais pas, que je ne me sentais pas de valeur. Et donc, c'est là, notamment, que j'ai entamé ma reconversion et que je suis devenue accompagnante.
Et que ça a aussi donné suite à un divorce à ce moment-là, parce que le couple dans lequel j'étais, justement, était construit dans cette idée que lui prenait la place et moi je prenais sur moi. En tout cas, c'était les compromis, c'était de mon côté, puisque voilà, on avait des caractères, on se trouve toujours très bien dans les couples. Hein. C'est toujours deux pièces de puzzle qui se font. Il y a forcément un creux, une bosse pour que les deux puissent s'emboîter. Donc, on avait co-créé cette histoire. C'est pas la question de dire c'est lui ou c'est moi, mais en tout cas, ça se co-crée toujours parfaitement. Sinon, ça peut pas s'emboîter. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup fait de compromis dans ma vie personnellement. Et que finalement, quand je regardais d'un peu plus loin, justement, je me suis formée au féminin sacré, quand j'ai commencé à lire aussi sur le sujet, il y a un livre qui est passionnant d'ailleurs que je te recommande sur cette histoire du féminin, c'est Car, femme, l'histoire te ment. C'est vraiment un livre passionnant qui mêle l'histoire et les découvertes archéologiques et qui nous explique comment, voilà, à l'origine, la déesse était une femme. Voilà, c'est vraiment le message du livre. Et donc, j'ai réalisé qu'on demandait beaucoup aux femmes. On leur demandait d'être présentes sur beaucoup de fronts, d'être en même temps à la maison. Et alors, je parle de moi parce que j'aime pas trop généraliser, mais par exemple, moi, dans mon histoire, je me suis en tout cas obligée à être une bonne maman, à être une bonne épouse, à être une bonne professionnelle, à être bien sur tous les plans. Et finalement, il restait plus d'espace pour moi. Et c'est seulement quand je suis arrivée dans ce temps voilà, de la bascule vraiment entre 45-50 ans de la ménopause où vraiment là on rentre dans le territoire de la femme sauvage que j'ai réalisé tout ça et que je me suis dit ça suffit maintenant, les compromis c'est fini et enfin maintenant je veux prendre ma place dans ma vie et que ce soit plus toujours des places en creux, hein, tu sais comment on peut le faire, où on laisse passer les autres avant soi. Le compromis se joue à plein de niveaux et j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui se transmet même depuis qu'on est petite. Déjà à l'école, on nous demande de faire des compromis, on nous demande d'être sage, on nous demande de pas bouger, on nous demande de suivre des règles et finalement, on ne cesse de nier la vie en nous. Moi, je trouve ça incroyable quand on y réfléchit, de demander à des enfants qui sont pleins de vie, qui ont tout compris hein, dans la gestion des émotions, qui ont une vitalité merveilleuse. Tout à coup, ils arrivent au CP, on leur dit, toi maintenant, tu ne vas plus bouger toute la journée, à part le temps des récréations. Tu dois rester assis, tu dois écouter et tu n'as pas le droit de gigoter. C'est quand même juste incroyable. Aujourd'hui, il existe d'autres systèmes scolaires, notamment dans les pays du Nord, où heureusement, je trouve ça tellement évident en fait, on leur fait la classe aussi dans la forêt, aussi dehors, aussi en train de bricoler, aussi en train de gigoter aussi. C'est vrai que les enfants sont pas réprimandés parce qu'ils ont besoin de bouger leurs jambes ou leurs bras. Et puis d'autant plus qu'on sait justement que le cerveau, pour pouvoir bien fonctionner, tu vois, pour pouvoir bien se concentrer, pour pouvoir bien apprendre, a besoin de créer une alternance cerveau droit, cerveau gauche. Je sais pas si soit c'est le cas pour ton enfant, mais moi, les miens, quand ils étaient petits, quand je leur faisais réciter une poésie ou une leçon, ils n'arrêtaient pas de gigoter, de faire la pirouette, de sauter. Et moi, qu'est-ce que je leur disais? Je leur disais, mais arrête, calme-toi, assis-toi. Et ensuite, c'est seulement après que j'ai appris que non, c'était eux qui avaient raison. C'est quand je bouge que je peux mieux me concentrer. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui m'ont fait conclure à cette idée que finalement les compromis ça suffit parce que tous ces compromis ça participe à un espèce de grand message qui dirait il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois sage, hein, on appelle ça beaucoup aujourd'hui la good girl. Voilà, il faut que ce qu'on attend de toi, c'est que tu fasses pas de vagues, c'est que tu fasses pas de bruit, c'est que tu restes dans le rang, que tu tiennes ta position, que tu tiennes ton rôle, que tu rentres dans ta case. Et en fait, tout ça, ça va pour moi vraiment à l'encontre d'une valeur qui m'est très 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 chère, c'est la liberté. Comment tu expliques du coup, parce que tous les enfants vont à l'école, hein, les petits garçons comme les petites filles, et comment ça se fait, à ton avis, que ce soit les femmes qui fassent les compromis au final? Là aussi, je vais pas généraliser, je vais parler beaucoup de ce que j'ai vécu peut-être moi et de ce que j'ai pu observer de mes clientes. En fait, on est encore le fruit de cette culture, de cette éducation. Il faut quand même qu'on se rappelle que le droit de vote des femmes, c'est il n'y a pas si long, qu'au début du siècle, il n'y avait pas de femmes médecins. Quand on réalise un petit peu la folie de l'histoire, où au départ, la médecine, par exemple, était faite par les sages-femmes, hein, c'était les femmes qui donnaient la médecine. Et puis tout à coup, il y a eu la chasse aux sorcières. On a empêché, on a tué la plupart de celles qui faisaient médecine, enfin entre guillemets.
Et puis maintenant, on a dit, maintenant on va créer des universités et ça sera seulement les hommes. Enfin, moi je trouve ça énorme en fait. Et c'est pas si vieux, ça fait juste quoi, juste quelques décennies, c'est très court à l'échelle du temps en fait, où la femme récupère tout ce qui lui a été enlevé. Moi je suis quand même choquée, souvent ça fait débat avec mon mari, mais que on aille encore dans des églises, par exemple les églises catholiques, où seuls les hommes sont habilités à officier. Enfin, je trouve ça dingue quand même. Et ça choque personne. Il n'y a pas de femmes, mais ça choque personne. Je trouve ça fou. Alors qu'on est dans un monde a priori qui est mixte et on a encore comme ça tout un tas d'endroits où soit les femmes sont carrément interdites, soit voilà, on les prend mais juste pour faire rentrer dans les quotas, soit enfin, non, de quoi on parle? En fait, on sait aujourd'hui que ce qui fonctionne le mieux, c'est toujours quand il y a de la parité, toujours quand il y a du mixage, toujours quand il y a le jeu de la complémentarité, exactement comme le jour et la nuit, quoi, le yin et le yang, la lumière et l'obscurité. On a besoin de ces deux-là. Donc, demander aux femmes de faire des compromis, c'est priver le monde d'une partie de son énergie. Ça peut pas marcher, ça. On peut pas être équilibré si on demande aux femmes de se faire petites et on laisse prédominer une des deux énergies qui serait cette énergie qui est toujours en ligne droite et toujours à demander plus, plus, plus. Alors que elle, la femme, enfin la femme, l'homme aussi, hein, évidemment, a cette énergie yin à l'intérieur de lui. Mais on est dans l'évolution et l'évolution, c'est le cycle de la vie. Tant qu'on est dans le cycle de la vie, on est aussi dans la préservation du vivant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie pour toi de recréer sa vie sans compromis? Puisque c'est ce que tu me disais ensuite. Ça me touche en fait juste la question, tu vois. Recréer sa vie sans compromis, ça veut dire enfin s'autoriser à être digne. Enfin s'autoriser à s'aimer. Mais alors tu vois, à s'aimer, mais vraiment quoi. À s'aimer tellement qu'en fait, on se met en premier choix. C'est-à-dire que quand on va donner des réponses, on va les faire réellement en fonction de ses besoins, de ses capacités, de ce qui est vivant à l'intérieur de soi, de ses désirs, et pas toujours dire oui, par exemple, quand on va penser non. Je te disais, un mois avant 40 ans, concrètement, j'avais absolument aucune estime de moi, aucun sentiment de ma propre valeur. Je me rappelle avoir fait un stage de développement personnel, c'était rigolo, où la thérapeute avait demandé d'amener une photo de soi, celle où on s'aimait le plus. Et j'avais amené une photo de moi où vraiment je me trouvais mais hyper belle. Et j'avais pas du tout réalisé à ce moment-là que sur la photo, en fait, j'avais une combinaison de plongée. Et on ne voyait que mon visage et encore à peine parce que j'avais le masque. C'est-à-dire que finalement, on ne me voyait pas. Et je me suis dit après coup, mais waouh, c'est très très révélateur d'effectivement quel droit je me donne finalement. Un droit où on ne me voit pas finalement. Donc, vivre une vie sans compromis, c'est ça, c'est s'autoriser enfin à être. Et pas juste à faire, et parce que je fais beaucoup, parce que je produis beaucoup, parce que je donne beaucoup, alors j'ai de la valeur. Tu vois la différence? C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne suis plus une machine à produire du résultat. Je ne suis plus celle qui mérite l'amour parce que je suis sage, parce que je suis gentille, parce que je fais plaisir, parce que je fais des efforts. Tu sais, notamment les 5 drivers en analyse transactionnelle. Voilà, fais des efforts, sois parfaite, fais plaisir, etc. Mais là, en fait, c'est maintenant juste je suis. Et parce que je suis, alors je suis merveilleuse, je suis digne d'être aimée parce que juste je porte la vie. Je suis aimable, je suis parfaite. Alors, parfaite dans mon imperfection, bien entendu, mais à mon sens, tout le monde est absolument parfait comme il doit être aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas le sens comme s'il existait une perfection, qui n'existe de toute façon pas, mais chacun est parfait comme il doit être. J'avais fait une fois un voyage dans une des expériences, une initiation chamanique qui avait été très très marquante pour moi, très puissante, dans laquelle j'étais entrée dans une perception où j'avais compris que chacun de nous est un des doigts de la main de Dieu. Et c'était tellement évident, c'était tellement limpide, et j'avais vraiment compris à quel point, sur un plan, on est tous un, que également chacun de nous est différent mais parfait, hein, comme chacun de nos doigts. C'est-à-dire que voilà, le pouce vaut pas plus que l'index ou que le majeur. Chacun permet quelque chose. Que à nous tous, on est hyper complémentaires pour attraper les choses. Que chacun peut mener sa vie. Enfin, tu vois, j'avais compris plein de choses à partir de cette métaphore-là. Et donc, concrètement, bah voilà, mener sa vie sans compromis, ça veut dire arrêter de contraindre, voilà, devoir peut-être tous être comme le pouce ou tous être. Non. Chacun de nous, on est différent, on est merveilleux comme on est. Et en fait, c'est une invitation à ne plus se conformer.
juste à vraiment oser être, du coup, être aussi dans son génie, être dans sa brillance, oser briller, oser prendre sa place, oser sa joie. Tu vois, par exemple, j'anime beaucoup de formations avec des managers ou des dirigeants. Euh, et en l'occurrence, les deux sujets qui vraiment à chaque fois achoppent, vraiment où ça accroche à chaque fois très fort, c'est quand je leur pose la question, à combien est-ce que tu t'aimes sur 10? Si 10 c'est le maximum. Et je peux te garantir que sur 10 ans, 15 ans de formation que je donne, j'ai eu, allez, 2 ou 3 fois la bonne réponse. C'est extrêmement rare et en l'occurrence c'est une question piège. Donc je leur demande de dire voilà qui s'aime entre 0 et 5, entre 5 et 7, entre 7 et 9 et puis qui s'aime à 10. Et en fait la plupart s'aiment, voilà on va dire en moyenne c'est 6 ou 7 sur 10 et exceptionnellement j'ai quelqu'un qui me dit à 10 sur 10. Et pourtant, c'est la seule bonne réponse. Et quand je leur demande, à combien est-ce que vous aimez vos enfants sur 10, bah, à chaque fois, ils me disent c'est pas une question, je les aime à 20 sur 10, à 1000 sur 10. Parce qu'en fait, là, c'est de l'amour. C'est de l'amour inconditionnel. Quand j'aime mes enfants, je me dis pas, ah bah oui, non, bah il a pas eu 10 sur 10 à son devoir de maths, donc je lui enlève des points d'amour. Non. Non. Même s'il il fout le bazar, même voilà, il fait des bêtises, je l'aime. Même s'il est pas parfait, je l'aime parce que c'est mon enfant. Et du coup, on comprend que c'est quelque chose qui vient du cœur, que c'est pas quelque chose qui vient de la tête. Et donc, quand je m'évalue finalement, quand je me donne une note, si je m'aime à 7 sur 10 ou à 8 sur 10, ou des fois on me dit oui, ça dépend des jours, ça veut dire que c'est de l'évaluation. Et donc, c'est la tête, c'est pas le cœur. Et donc, les jours où ça va bien, bah, c'est facile de s'aimer, mais c'est surtout les jours où ça va pas bien qu'il faut qu'on s'aime encore beaucoup plus fort. Et alors, du coup, quand on a passé comme ça 30, 40, 50 ans à pas s'aimer de manière inconditionnelle, c'est quoi le mode d'emploi ou Alors, la du coup, méthode? la deuxième chose dont je me rends compte, c'est que les gens, donc, premièrement, donc, ont du mal à s'aimer, enfin, ne comprennent même pas le concept au départ tant que je leur ai pas expliqué, et puis du coup, ça fait une énorme différence dans leur vie quand ils entendent ce qu'on vient de se dire. Et la deuxième chose, c'est ils ne s'autorisent pas leur joie. Ils ne s'autorisent pas leur joie. Ils ne s'autorisent pas leur brillance. Tu vois, c'est leur lumière. C'est-à-dire que la plupart des gens, et vraiment dans ceux que j'ai connus, je peux te parler sans généraliser au monde, mais en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ils ont beaucoup de mal, par exemple, à montrer qu'ils sont heureux, à montrer qu'ils sont fiers d'eux, à témoigner de leur réussite, à témoigner, à célébrer leur succès. C'est-à-dire qu'on a en plus été élevé, donc non seulement il faut obéir, mais en plus il faut pas être prétentieux. En plus il faut pas faire sa maline. En plus il faut pas fanfaronner. En plus il faut pas prendre toute la place, etc., etc. Toutes les bêtises qu'on a pu entendre. Et donc qu'est-ce que ça fait? Eh ben ça fait des gens qui sont plutôt petits, qui prennent peu de place, qui sont frustrés, qui ne se connaissent plus parce qu'en fait, je sais pas si tu connais, moi j'ai beaucoup étudié les émotions. C'est aussi, ça fait partie des cours que je donne. Chaque émotion a une fonction. Tu vois, la peur peut nous avertir d'un danger, la colère, voilà, elle se manifeste quand il y a de l'injustice ou du manque de respect, la tristesse quand il y a un deuil. Et en l'occurrence, tu sais à quoi sert la joie? Je sais pas si toi tu le sais. Eh ben non. La joie nous montre le chemin. Oui. Dans tous les livres de sagesse, tu vois, enfin, j'ai lu beaucoup de livres de sagesse, sagesse indienne, etc. Ce qui est assez rassurant, c'est que tous disent la même chose. La joie nous montre le chemin. Quand je suis joyeux, c'est le signal, c'est vraiment mon corps qui me dit ça c'est toi, ça c'est qui tu es, ça c'est le signal que tu es au bon endroit, avec les bonnes personnes, en train de faire les choses qui sont toi, qui sont dans ta vibe, qui sont voilà, en adéquation avec qui tu es. Ça veut dire que finalement, si j'écoute ma joie, et ben du coup, je commence de plus en plus à me connaître, à me découvrir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? Bah en fait, déjà, beaucoup ne la ressentent même pas. Ou alors, quand ils la ressentent, ils vont pas la montrer parce que voilà, parce que peut-être c'est malvenu, parce que peut-être ça peut faire des jalousies, parce que peut-être je sais pas quoi, ça va attirer l'attention et alors on va me juger, on va me critiquer. Alors que c'est fou. Quand on sait que les émotions sont contagieuses, que dans une pièce, c'est toujours le plus haut en émotion qui l'emporte. C'est-à-dire que c'est lui qui va colorer. Tu sais, comme quand tu mets une goutte de rouge dans de l'eau, toute l'eau va devenir rouge. C'est le plus haut en émotion qui l'emporte. C'est-à-dire que s'il y a un qui est super heureux et 10 qui ont le bourdon, il va contaminer tout le monde.
On devrait plutôt apprendre dès qu'on est enfant à cultiver le bonheur et à le rayonner, tu comprends? Oui. Et pour moi, tu vois, dans cette idée de retrouver une vie sans compromis, de retrouver notre liberté, c'est la carotte, c'est le bonheur en fait. Quand je suis libre notamment d'être joyeux, d'exprimer ma lumière, de lâcher cette peur du jugement, de la critique, etc. Parce que c'est ça qui fait que je me contiens. Et je sais pas toi, mais tu vois, personnellement, moi j'aspire à vivre dans un monde dans lequel les gens ont le sourire, dans lequel les gens sont fiers d'eux, dans lequel on va pouvoir partager sur les bonnes pratiques, s'inspirer les uns des autres. Tiens, toi ce que tu fais super bien, bah moi ça m'intéresse. Plutôt que non, on va pas parler parce que vont penser les voisins. Combien de fois j'entends ça hein, de mes Ouais. clients qui vont me dire oui. Jamais mes parents ne parlaient de mes succès. Et d'ailleurs, ils me disaient de pas parler de ça parce que qu'est-ce qu'ils vont penser les voisins. Donc c'est tout ça, tu vois. Quand je dis compromis, je pourrais presque parler d'obscurantisme. Et j'en parlais récemment avec ma mère. Elle me dit oui, mais toi tu parles comme les Américains. Parce que les Américains, ils sont plus extravertis, enfin en tout cas dans sa conception. Je dis bah oui, peut-être je me suis trompée de continent à la naissance. Mais tu vois, à mon sens, quand on est heureux, c'est quelque chose qui devrait se voir, qui devrait s'exprimer parce que ça permettrait de se partager. Et moi, j'adore, par exemple, tu vois, me réjouir quand j'entends que ce soit mes enfants, mes clients qui ont des bonnes nouvelles. C'est tellement du bonheur, tu vois. Et Oui, oui. Et c'est très amusant ce que tu dis parce que très souvent, les psychologues ou les spécialistes disent il faut exprimer ses émotions. Tu as une colère qui est pas exprimée, tu as une tristesse qui est pas exprimée. À quel moment on dit ta joie est pas exprimée? En fait, on n'en parle pas dans l'expression des émotions, alors que finalement, c'est peut-être la plus importante à exprimer, quoi. tu sais que ce que tu dis, Marie-Laure, c'est tellement vrai. Moi, je me suis rendu compte que ma plus grande frustration, parce que j'ai déménagé à la campagne depuis 2 ans, et finalement, je vis dans une maison merveilleuse au milieu de la nature, mais finalement, c'est tellement calme que c'est trop calme. Et que finalement, bah, c'est bien aussi, c'est très paisible, mais il me manquait des espaces de célébration et de fête, justement. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que quand tu es très heureux. Ça me l'a fait pendant une année où j'étais allée vivre au bord de la mer. J'étais très 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 heureuse, mais j'avais personne à qui partager et c'était horrible, tu vois, c'était hyper frustrant, sauf à aller sur la plage toute seule et me prendre des shoots de bonheur en dansant au coucher de soleil, quitte à ce qu'on me prenne pour une folle, mais bon, ça je m'en foutais. Euh, je me suis rendu compte qu'il me manquait un espace de fête et de célébration. Et là, je suis vraiment très très heureuse pour le coup parce que ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai découvert à côté de chez moi des cours de danse où on fait de la danse en ligne, donc un peu comme la country, tu vois, mais c'est sur tout type de musique. J'ai une prof qui est extraordinaire, elle s'appelle Raymonde, elle a 74 ans, elle a une patate d'enfer. Et c'est l'occasion, tu vois, chaque semaine d'aller danser et donc de faire la fête concrètement, de danser tous ensemble, voilà, avec la chorégraphie. Et moi, ça, c'est des moments de pur kiff. Souvent, j'ai le moment, tu vois, où je ferme les yeux, où j'ai un smile de dingue et je sens que c'est concrètement un espace qui me manquait pour pouvoir exprimer toute cette joie. Parce qu'avec la danse, c'est le corps, hein, et d'ailleurs, on dit qu'au départ, le corps, d'ailleurs, on regarde l'histoire et les tribus indigènes, qu'est-ce qu'elles pratiquaient? Le chant, la danse, bon, évidemment la connexion avec la nature, il y a d'autres choses, mais la danse aussi était un des éléments fondamentaux. Et en l'occurrence, quand on regarde comment se déflue la joie, parce que chaque émotion a un mode de déflux spécifique, hein. La tristesse c'est en pleurant, la colère c'est plutôt en tapant du poing sur une table, la peur c'est plutôt en criant, et bien la joie c'est en sautant, en chantant, en dansant, tu vois. Donc on est exactement dans les bons modes de déflux. Et c'est très juste ce que tu disais parce que j'étais allée voir il y a quelques temps, il y a quelques années, une femme qui faisait de la médecine chinoise et j'étais dans une période où j'étais très 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 heureuse et elle m'avait dit il faut que je te régule tout ça parce qu'en fait pour le corps c'est aussi un stress, c'est-à-dire que lui ce qu'il veut c'est l'équilibre et trop de joie peut aussi donner tu vois ça donne un dérèglement. Donc la joie aussi doit se défluer parce que sinon le corps est trop, c'est trop quoi. C'est trop de joie non exprimée, en fait. C'est ça, exactement. Ok. C'est plutôt un programme assez sympa de suivre sa joie, du coup. Oui. Et c'est ce que tu mets en place avec les femmes que tu accompagnes, par exemple, dans tes programmes sur le leadership féminin. Et il y a une partie... Alors, alors, il y a plusieurs choses. Il y a soit les accompagnements individuels où là, effectivement, je les accompagne selon leur intention. Donc, c'est elles qui fixent, on va dire, la ligne directrice.
Moi, elles savent que quand elles viennent me voir, de toute façon, on va tout déchirer. Donc, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, financier, le plan des amours. Voilà. Souvent, c'est une question de plafond de verre. Tu vois, on va permettre justement de faire péter tout ça parce que tous ces plafonds de verre, ce sont des constructions et donc il suffit juste de l'identifier, de comprendre comment est-ce qu'il a été construit et ensuite on met de la dynamite, on fait sauter ça et on ouvre le chemin pour que la sky is the limit, quoi, on puisse atteindre le ciel. Et puis, il y a effectivement les programmes que je propose et notamment, là, il y aura une prochaine, on va dire le master programme que je vais ouvrir à partir de janvier, où là, on est vraiment sur 6 mois d'accompagnement au leadership. Ça s'appelle Cap sur les étoiles. Et en l'occurrence, tu vois, dans tous les modules qui sont proposés, il y a 12 piliers vraiment qui sont exactement comment le leadership aujourd'hui est défini. Donc, j'ai vraiment été dans une formation très exhaustive. Il y a un des piliers, figure-toi, que c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire, c'est le bonheur. Comment est-ce qu'on cultive sa joie dans le corps, tu vois, comment ça se passe, l'énergie, parce que une chose que je voulais te dire, on s'est partagé juste avant de démarrer l'interview, dans les choses qui sont essentielles, c'est comprendre que tout ce que je crée, tout ce qui est même créé dans l'univers, c'est quoi? C'est de l'énergie et de l'information. Tout ce qui existe, c'est de l'information qui a fécondé de l'énergie et qui lui a permis de prendre forme. Ça, c'est les physiciens quantiques qui le disent. C'est comme ça que ça marche absolument partout, tout le temps. C'est une loi universelle. Et donc, en fait, finalement, quand je veux réaliser mes rêves, quels qu'ils soient, ça peut être acheter la voiture machin, ou ça peut être avoir tel palier de chiffre d'affaires, etc., etc., c'est toujours les deux choses. C'est de l'énergie et de l'information. Et donc, en fait, moi, les accompagnements que je propose, c'est toujours m'assurer que l'énergie circule. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a plus ou moins d'énergie? Parce que c'est ça, en fait, au départ, la question. Eh bien, même si au départ, on n'est pas égaux en énergie, ce qui va surtout faire la différence entre deux personnes, c'est comment l'énergie circule à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce qui fait que l'énergie est bloquée? Très souvent, c'est parce qu'il y a eu des traumatismes, des épisodes douloureux, peut-être des programmes limitants qui font que l'énergie, c'est comme s'il y avait des barrages et que l'eau, elle a du mal à circuler. Et donc, si j'ai pas beaucoup d'eau au robinet, ça va être compliqué de remplir le ballon, tu vois. Donc, la première chose, c'est vraiment s'assurer que l'énergie circule, qu'il y ait une grande quantité d'énergie. Tu vois, imagine comme un énorme barrage. Si tu as le barrage, on peut pas faire grand-chose avec ça et un filet d'eau derrière. Non, donc la première chose, on fait péter les barrages, on permet à l'énergie de circuler et c'est pour ça aussi que tu vois que je suis ce genre d'accompagnante qui est un peu touche à tout, c'est-à-dire que j'ai des outils de programmation mentale, reprogrammation, des outils de gestion émotionnelle, des outils aussi d'accompagnement par le toucher, des outils de soins énergétiques, etc., etc., pour comprendre. En fait, comme je suis clairvoyante, d'abord, je comprends d'où vient le blocage, quel est le problème. Ensuite, on déverrouille cette histoire-là. Et la deuxième chose, en fait, et c'est là que souvent on entend des mots comme coach en mindset, tu vois, des choses comme ça, il faut absolument que l'information soit claire. C'est-à-dire que ce que je veux créer, mon objectif, mon intention, il faut que ce soit parfaitement défini. Parce que si c'est pas clair, toute l'énergie qui arrive, elle cherche un moule, on pourrait dire, tu vois. Si mon moule, il est pas très clair, il bouge. Un jour, je veux faire une tortue, puis le lendemain, finalement, c'est un cheval, parce que je doute de moi, parce que c'est pas... l'énergie, elle sait pas quelle forme prendre. Donc, je vais peut-être après me dire, oui, je suis nulle et j'y arrive pas, et pourquoi moi, et ça marche pas. Non, c'est pas que t'es pas compétente, c'est pas du tout ça la question. C'est soit il y a un problème avec l'énergie, soit il y a un problème avec l'information que tu donnes. Mais si j'ai un flux d'énergie qui est important et une information qui est claire, obligatoirement, je vais dire, c'est même pas peut-être, c'est obligatoirement, ce qui se crée, c'est toujours l'information qui donne la forme à l'énergie. Donc en fait, dans tous les accompagnements que je fais, je suis toujours très attentive à ce que l'énergie circule. Et si ça circule pas, ça peut venir soit de blocages de ma vie, des blocages émotionnels, puisqu'on sait que tous les traumatismes qu'on a vécus, s'ils n'ont pas été déflués, justement, s'ils n'ont pas, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, comment je vais vider ces énergies. Si la charge énergétique n'a pas été vidée, elle continue de créer du blocage. Et d'ailleurs, très souvent, c'est ce qui va faire du symptôme aussi dans mon corps. Mais ça peut venir en plus des générations du dessus. Ça peut venir parfois d'un blocage énergétique de papa, de maman, de ma lignée. Donc, il faut comprendre d'où ça vient, débloquer, enlever le pavé, on pourrait dire le rocher qui bouge. Et une fois que l'énergie circule, il faut que les cages de foot
soit très bien définie, parce que si je bouge mes cages tout le temps, bah, je pourrais pas marquer, quoi. Donc avec mon tuyau d'arrosage, j'utilise plein d'images, pardonne-moi, mais tu vois l'idée, quoi. En tout cas, je peux pas atteindre le but si l'information est pas claire, ça marche pas. D'accord. Donc tu parlais juste avant de leadership. Donc ta formation, c'est des formations, tes formations et tes accompagnements, c'est au leadership. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément ce que tu entends par leadership? Parce que très souvent, on a en tête les chefs d'entreprise finalement. En fait, si tu veux, moi, au départ, le leadership, effectivement, sert plutôt aux personnes dans le cadre de leur vie professionnelle. Mais moi, comme j'entends le leadership, c'est vraiment devenir la leader de sa vie. Devenir la leader de sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement savoir dire non. Tu vois, juste sur un truc aussi simple que ça, t'as à peu près la moitié des femmes. Je dis des femmes, ça concerne évidemment sûrement aussi des hommes, mais chez les femmes, c'est vraiment hyper significatif. La moitié des femmes ne savent pas dire non. Donc, premièrement, mais ça va servir dans le monde professionnel, mais ça peut servir évidemment aussi dans le monde personnel. Tu vois, dans ta sphère personnelle, si tu sais pas dire non, bah ça va faire que très souvent tu vas faire des compromis, tu vas accepter des choses où t'as pas envie. Donc dans le leadership, il y a ça. Il y a par exemple cultiver un niveau d'énergie qui soit élevé, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que déjà dans une négociation, bah on sait que c'est toujours celui qui est le plus haut en énergie qui va gagner la partie, au-delà des arguments et des compétences, etc. Ça va me servir dans le milieu professionnel, mais évidemment aussi dans ma vie personnelle. Donc en fait, si tu veux, cette formation en leadership, elle est vraiment dans l'idée de devenir leader de sa vie, appliquée au domaine professionnel, mais très souvent, quand je donne des formations, on me dit « oui, tu sais, ce que tu as dit, ça va me servir presque plus dans ma vie personnelle ». Donc, je pense que c'est un peu plus général que ça, parce que finalement, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre dans cette formation? C'est du savoir-être. Moi, j'ai fait personnellement un cycle de 18 mois, juste où j'ai appris la posture d'accompagnante. C'était même pas des techniques, tu vois, c'était vraiment juste la posture d'accompagnante. C'était du savoir-être. Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que je vais pas transmettre là-dedans des outils pour faire sa comptabilité ou d'autres choses qui pourraient servir néanmoins à un manager ou un dirigeant, mais des outils qui sont vraiment tout ce qui va permettre d'incarner, tu vois, d'incarner ses messages, d'incarner sa vision, de la porter, d'entraîner les autres. On va parler beaucoup du pouvoir d'influence, on va partager beaucoup d'informations, notamment sur les neurosciences, tu vois, comment marche le cerveau, comment est-ce que je fais pour avoir de l'impact sur l'autre. Et donc, il y aura autant des outils de communication que des outils pour libérer la puissance, tu vois, la gestion des émotions, par exemple. Comment je gère mes émotions pour en faire des outils plutôt que de me dire « oh là là, j'ai ce stress et comment je fais pour... » Non, on va carrément s'en servir. On va se servir de l'énergie des émotions pour produire ce qu'on a envie de produire. Ça va être aussi comment je passe à l'action. Tu vois, comment est-ce que j'arrive à formaliser entre ma vision et puis mon plan d'attaque. Donc, vraiment la mise dans la matière. Ça va être aussi travailler sur l'estime de soi, par exemple. Tu vois, si on fait tout ça, mais qu'à la fin on s'aime pas, ça n'a aucun sens pour moi. Puisqu'à la fin de la fin de la fin, il ne restera de toute façon que l'amour. Donc, j'ai besoin que ma confiance en moi prenne appui sur une grande estime de soi. Donc, à chaque fois, tu vois, c'est des transmissions sur comprendre ce que c'est, comprendre comment la cultiver et comment je vais l'appliquer dans mon job aussi. On dit, par exemple, tu vois, dans ce qu'on va bien faire en entreprise, c'est ce qu'on aime faire. Donc, c'est mettre l'amour au cœur de ses actions, par exemple. Oui. On va apprendre à développer son intuition, sa créativité. Là, j'anime en ce moment, par exemple, tous les mois un challenge gratuit. Ce mois-ci, on est sur la gratitude, comme tu le sais. Là, je pense qu'un des prochains challenges que je vais animer, ça sera sur la créativité. Parce qu'en fait, si réellement il y a une qualité qu'on devrait tous cultiver au quotidien, c'est ça. La plupart des gens s'évertuent à être parfaits. Et tu vois, il y a un truc qui m'amuse beaucoup. Je leur dis, mais est-ce que Dieu, son surnom, c'est le parfait. Quel est le surnom de Dieu? Si on dit qu'on est créé à l'image de Dieu, eh bien, c'est quoi son surnom? Tu le connais, toi? Le surnom de Dieu? Il est bon. Il est bon. Et c'est quoi son petit nom? Tu vois, comment est-ce qu'on l'appelle? L'Éternel. L'Éternel. Quoi d'autre? Tu dirais quoi? Tu es en train de me coacher en live, Sophie? Tu sais, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? La première chose qu'il a faite, la création. La création. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le créateur, parce qu'il a créé le monde en 7 jours, et tu le sais très bien, à partir du verbe. En premier était le verbe. Et donc on sait que pour créer, pour manifester, la première chose qu'on va devoir utiliser, c'est les mots, le pouvoir des mots. Et donc, je sais.
Voilà, ça tu le sais, hein, je le sais que tu le sais. Et donc, en l'occurrence, quand on veut créer quelque chose, on oublie que la première chose qu'il va falloir faire, c'est savoir créer, c'est être créatif. Et en fait, il y a une vraie science autour de la créativité. S'il y a vraiment une matière qu'on devrait apprendre tout le temps de notre scolarité, c'est bien ça, tu vois. Plutôt que d'apprendre des leçons de manuels par cœur, voilà, qui nous serviront ou pas, et combien de temps, on devrait plutôt entraîner ce muscle qui est la créativité. Donc voilà, ça c'est une chose par exemple qu'on va apprendre dans la formation, et puis surtout à définir notre objectif, quoi, clarifier la vision, savoir quelle valeur je veux créer, quelle identité je veux incarner aussi, parce que la plupart du temps, les personnes s'imaginent que qui je suis, ce serait un truc qu'il s'agirait de trouver. Tu vois, j'ai besoin de savoir qui je suis. Il y a beaucoup de stages de développement personnel qui sont là pour dire oh là là, il faut qu'on se découvre, il faut qu'on sache qui on est. Mais c'est très rare qu'on nous dise non mais en fait t'as pas compris, tu peux être qui tu veux parce que qui tu es c'est tout, c'est l'ensemble, c'est Dieu, c'est la source. Et donc si tu peux choisir qui tu es, bah c'est quand même bien de te poser la question de qui tu as envie d'être. Et là, ça, tu vois, ça redonne vraiment quelque chose de complètement merveilleux. On repart sur une vision fantastique à 360 degrés où c'est plus, ok, je suis le fruit de mon éducation, de mon histoire, de mon conditionnement qui font que finalement, je n'ai qu'un angle de tir sur la vie qui est souvent très limité, de plus en plus limité avec les années. En tout cas, dans ce que les gens s'imaginent, tu vois, dans leur conception, et ils finissent vieux retraités rabougris. Non, en fait, tu as le pouvoir à chaque instant de te réinventer à 360 degrés. Et donc chaque jour, et d'ailleurs c'est drôle, moi je fais vraiment cet exercice, chaque jour, quand tu choisis tes vêtements, ta tenue, tes bijoux, tu te rends compte, tu es en train de recréer une nouvelle version de Marie-Laure. Tu es en train de recréer, tu vois, selon comment tu vas t'habiller, comment tu vas te tenir, qu'est-ce que tu as en tête. En réalité, tu as le choix. Tu as le choix de ta panoplie, mais aussi de tout ce que tu vas dégager, de comment tu vas être perçu, de qui tu as envie de jouer comme personnage, comme quand on était petite, tu vois, dans cette idée qu'on est tous un des doigts de la main de Dieu. Alors, ce qui est génial en plus, c'est qu'on peut en plus changer. C'est-à-dire que chaque jour, chaque instant, on peut dire ah tiens, j'ai envie de changer. Un petit peu comme quand on était petite. Moi, je sais que je jouais beaucoup à la poupée Barbie. Mon père m'avait construit une magnifique maison fantastique avec des éclairages et tout. Et j'adorais ça parce que justement, ça permettait de choisir ta poupée, choisir quelle tenue tu allais lui mettre et qui est-ce qu'elle allait jouer et qu'est-ce qu'elle allait faire dans la vie, etc. Et c'est ça que je trouve absolument merveilleux. C'est se dire, mais waouh, chaque jour de notre vie, on a le choix de qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et ça, la plupart du temps, on l'oublie, tu vois, on oublie. Et combien de fois on peut entendre des gens qui vont dire ah oui, mais moi j'ai pas le choix, tu comprends, moi j'ai pas le choix, j'ai un crédit, moi j'ai pas le choix, j'ai ceci, j'ai cela. Et en fait, c'est juste quand on dit on n'a pas le choix, c'est juste que on a le nez qui est collé au guidon, et donc on voit même plus qu'on est en train de jouer à la poupée. Et à ce moment-là, en fait, il s'agit de prendre du recul et de déconstruire et de se dire ok, on se calme. Peut-être que l'éducation, l'école privée et tout, bah, si je lance cette entreprise et que peut-être ça foirait, bah non, il y aurait peut-être pas d'école privée. Est-ce que réellement c'est très grave? Non. Bon, et on peut défaire, simplement en se faisant ce petit exercice de et qu'est-ce qu'il y aurait de pire si, ok, je me lance, j'ai peur de créer mon entreprise par exemple, hein. Oui, mais qu'est-ce qui risque de pire? Bah que j'échoue. Ok, et si tu échoues, qu'est-ce qu'il y a de pire? Bah que on m'aime plus, bon bah ok, peut-être certains vont plus t'aimer. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de pire? Et on continue pour s'apercevoir finalement que bah c'est pas grave. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple ou comme pratique? Moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, ma plus grande leçon, ça a été d'échouer. Parce que j'étais une jeune fille, une jeune femme brillante. Et donc, moi, dans mes croyances, c'était il faut réussir, il faut avoir des bonnes notes pour être aimée. Donc ça a fait de moi une brillante élève, majeure de promotion, etc. Très brillante, j'ai tout réussi, super bien. Mais du coup, j'avais terriblement peur de l'échec. Et tu sais, quand on a peur de quelque chose, bah, c'est une forme de prison, c'est une forme de limitation. Et il s'est trouvé que j'ai dû déposer le bilan d'une entreprise que j'ai créée il y a quelques années, juste avant le Covid. Donc pas de regret, ça aurait planté de toute façon. C'est ce que je me dis quand même. Et à ce moment-là, ça a été vraiment pour moi quelque chose de très douloureux où autour de moi on essayait de me remonter le moral en disant oui mais tu sais c'est pas ta faute. Et j'ai dit non. Alors ça surtout pas. Non, c'est ma responsabilité. J'ai échoué. Et tu vois, j'ai senti qu'il y avait une forme
jubilation intérieure. Libération un peu. Yes. Oui, yes, j'ai échoué et je survis. Et bah, le monde continue de tourner. Et ceux qui m'aiment m'aiment encore, tu vois. Et en fait, du coup, ça a fait quelque chose un peu à l'intérieur de moi, un petit peu d'indestructible maintenant. Au pire, du pire, du pire, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, tu vois, je m'étais dit, bon, au pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être j'aurai des dettes, je sais pas, est-ce que je devrais payer de l'argent? Est-ce que je vais peut-être devoir vendre ma maison pour payer ça, etc., etc. Et cetera. Et j'étais allée au pire du pire, du pire, du pire. Je m'étais dit, bon, bah, au pire du pire, je vais peut-être finir au RMI dans un camping. Je sais pas, dans une roulotte, dans un mobil-home, je sais pas. Et je me suis rendu compte que même ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça permet de vivre autrement, dans la nature, le temps de rebondir, en fait. Et de m'apercevoir qu'il y avait finalement rien de pire, que ça ne me détruisait pas et que de toute façon, mourir, on va tous mourir. Donc, en fait, il n'y a pas de danger à vivre. Tu vois, il n'y a pas de danger à risquer, il n'y a pas de danger à se propulser. La plupart des gens ont peur de lâcher la barre parce qu'ils s'imaginent que sinon ils vont couler. Ils lâchent pas le CDI, ils lâchent pas un couple dans lequel ils sont en souffrance, etc. Mais jamais ils se disent, en fait, si je lâche la barre, je vais m'envoler. Ils croient toujours qu'ils vont couler. Tu vois, c'est marrant comme on est conditionné au danger, comme on s'imagine que le monde est dangereux, que l'entrepreneuriat c'est dangereux, que l'argent c'est un sujet dangereux, etc., etc. Et jamais on se dit, mais waouh, en fait, si je lâche la barre, je vais devenir une étoile, tu vois, je vais vraiment faire des choses extraordinaires. Comment on est conditionné, encore une fois, pour toujours imaginer le pire. C'est fou ça quand même, hein. Ouais. Et quand on veut devenir une femme leader, une femme puissante, comme tu le dis aussi, une femme licorne, Exactement. comment on peut avoir accès à tes programmes? Est-ce qu'il faut être chef d'entreprise pour travailler avec toi? Alors en fait, comme je n'accompagne plus les particuliers, ce que j'ai mis en place, c'est que je propose une fois par semaine l'antenne. Donc ça, c'est une émission de coaching de groupe qui est gratuite et qui est diffusée en live. Et ça permet comme ça, en fait, à tous les auditeurs de profiter aussi des partages qui sont faits. Donc je me suis dit que ça permettait une alternative. Et puis après, sur le site de Sophie Balaghi, à ce moment-là, on est vraiment dans l'accompagnement des femmes, mais plutôt qui sont effectivement managers, dirigeantes, entrepreneurs, voilà, avec des fonctions qui ont besoin, en tout cas sur l'angle professionnel, tu vois, une montée en compétence dans la posture du savoir-être. En fait, ça peut se réserver du coup soit dans le cadre d'une séance individuelle, d'un accompagnement sur plusieurs mois, d'un accompagnement parfois très intensif. Tu vois, il m'arrive d'accompagner sur un mois, mais en illimité. Du coup, c'est un accès pratiquement 24 heures sur 24 dans des périodes vraiment très challengeantes. Et puis, c'est aussi des retraites et demain, des événements, figure-toi, Marie-Laure. Donc, il y aura aussi des événements, voilà, des soirées, des séminaires, probablement dans des endroits de rêve. Parce qu'en fait, dans cette idée aussi de plus faire de compromis, il y a cette idée maintenant de se dire, voilà, le bonheur, c'est maintenant. Le luxe, c'est pour moi. Ce que je mérite, c'est absolument ce qu'il y a de meilleur. Et que finalement, de partout où je vais, je suis la reine. Mais c'est pas, je suis la reine sur les autres, hein, tu comprends, c'est je suis la reine, tu es la reine, on est toutes des reines, et les hommes aussi, hein, ils sont tous des rois, mais simplement maintenant on monte la tête. Tu sais, je sais pas si tu avais vu La fabuleuse Madame Maisel, j'avais adoré cette série, et c'est l'histoire d'une femme qui fait du stand-up dans les années 30, et elle a son impresario qui lui dit tout le temps, avant de monter sur scène, elle lui dit « laisse ça en avant ». Tu vois, et c'est un peu ça ce truc-là. Tu vois, le leadership, devenir leader de sa vie, c'est laisser ça en avant. C'est pas un truc sexuel, quoi que ça pourrait, si on veut, hein, mais c'est vraiment ce truc de, voilà, en fait, je suis tellement fière de qui je suis tellement reconnaissante d'être cette femme-là, je suis tellement heureuse d'être ici avec vous, je suis tellement je suis tellement heureuse de m'autoriser enfin à être celle que je suis. Juste que j'ai décidé d'être aujourd'hui en plus, tu vois, demain tu peux changer et d'être du coup dans un canal intérieur de vie et d'amour qui soit vraiment expandu, je sais pas comment on pourrait dire, agrandi, plutôt que ce truc tout rétracté où la vie elle passe un tout petit peu. Non, non, non. Là, le choix qu'on va faire, c'est vraiment, tu vois, respirer pleinement, laisser passer toute la vie et du coup aussi nos grains de folie et aussi nos élans et aussi voilà, ce que j'ai envie un jour, c'est pas forcément ce que j'ai envie le lendemain, mais comme c'est quelque chose de très frais, de très vivant, ça va faire que, tu sais, on retrouve beaucoup de cette joie de l'enfant.
Et c'est ça que j'adore en fait. Si on pouvait retrouver à 50, à 60, à 40, peu importe, à 70, la joie de l'enfant, combien seraient prêtes Alors, beaucoup le font quand même. Tu vois, je m'aperçois qu'il y a des personnes âgées parfois qui ont l'étincelle et ça, j'adore. Mais combien d'autres ont renoncé et se sont enfermées dans des choses vraiment, voilà, où elles se sont résignées pour le coup, elles ont laissé les compromis gagner. Et pour moi, ça, c'est pas possible, quoi. C'est absolument pas acceptable. Le but de la vie, à mon sens, c'est vraiment de reconquérir notre espace intérieur pour retrouver tout ce qui nous était peut-être offert au départ, tu vois, avec cette vivance chez l'enfant. Et j'adore parce que, par exemple, je te parlais tout à l'heure de la danse en ligne. Moi, très souvent, ça m'arrive de m'éclater de rire toute seule, de faire des gestes, tu vois, d'oser des trucs avec le corps, avec les mains, les bras, etc. Et quand je me dis, il y a encore peut-être, je sais pas, 15 ans, tu vois, je me disais, oh là là, ce serait fou si un jour, dans la rue, j'étais capable de lever un bras sans raison. Oh, qu'est-ce que ça serait fou, hein. Mais alors, quel défi ça serait, hein, de juste faire un truc comme ça, tu vois. Ça me semblait complètement impossible. Et aujourd'hui, tu vois, quand je me vois danser, alors qu'avant, je n'osais même pas lever les coudes, parce que j'avais trop peur de déranger, de prendre de la place. Et là, je m'en fous, je prends toute la place. Et tu vois, Prends ta c'est ça, en place. fait. C'est ça, Ouais. exactement. Prendre On sa place. n'imagine même pas quand on te connaît aujourd'hui que ça a pu être comme ça avant. C'est plutôt d'ailleurs super encourageant pour toutes celles qui, qui ont envie d'oser. On approche doucement de la fin de l'entretien. J'ai compris en filigrane qu'il y avait pas mal de choses dans les tuyaux. Donc pour cette fin d'année, début d'année prochaine, est-ce que tu veux nous en dire deux mots ou est-ce que... Alors, le grand lancement, ça sera donc en janvier, Cap sur les étoiles, où là, on est parti sur 6 mois de leadership pour les femmes, où vraiment, ce programme, j'y mets tout mon cœur, et dans la qualité de ce qui va être proposé, ça va être fantastique, parce que on aura une partie en live, une partie de matière qui sera en vidéo, et puis des moments de rencontre, tu vois, parce que je pense que le réseau aussi entre femmes est vraiment très important, des échanges de bonnes pratiques, et aussi des pratiques de libération, des bains sonores, du breathwork, d'autres choses. Et en fait, j'ai voulu absolument que celles qui rentrent dans le programme, il y ait beaucoup de ressources à leur disposition, mais aussi qu'il y ait ce système un petit peu de mentorat, tu vois, enfin, qu'on puisse s'accompagner les unes les autres, parce qu'on a tellement de richesses à partager que ça va être autant peut-être le plaisir d'être ensemble que de s'enrichir, que de grandir individuellement, que d'avoir aussi des ressources à sa disposition. Donc ça va être vraiment mon grand événement. Et puis, d'ici là, il y a les challenges tous les mois. Tous les vendredis, on a l'antenne. Donc, tu vois, ça fait aussi déjà quand même pas mal de choses. Et oui, juste une chose que je voulais te dire, Marie-Laure, parce que ça m'est venu tout à l'heure. Ce qui est aussi très intéressant dans ce travail d'aller dans son leadership, c'est que, tu sais, on a plein de petites voix intérieures. Ça s'appelle le dialogue interne. Et en fait, l'histoire du compromis, c'est aussi toutes ces petites voix qui nous mangent un peu la cervelle et qui nous empêchent, tu sais, elles sont très fines, hein, elles passent très vite dans notre tête, mais elles vont nous dire non, mais fais pas ça, ça sert à rien, c'est nul, ou mais tu vas être ridicule si tu fais ça. Et en fait, le grand bénéfice justement d'aller dans son leadership, c'est que ces voix n'existent plus. Et comme il n'y a plus ces voix qui limitent, du coup, ça donne un champ, tu vois, un champ de possibles qui est vraiment très savoureux et tu sais, c'est un peu comme une grande prairie où t'as pas de barrière et tu peux vraiment mais y aller et t'amuser complètement dans ce que tu as envie de donner de toi au monde et c'est ça qui est génial, quoi. Mais voilà, donc ça, c'est ça en tout cas sur cette fin d'année pour l'instant. Et puis après, voilà, il y aura d'autres événements que j'annoncerai au fur et à mesure. Ah, et aussi, je lance des retraites de saison. Et donc, j'ai eu cette idée que je trouve géniale. La première, ça va être la retraite d'automne là, qui va sortir, je pense, d'ici quelques jours. C'est vraiment l'opportunité de vivre une retraite chez soi avec tout qui est enregistré voilà, en webinaire, avec un déroulé qui se fait, tu vois, un temps de bain sonore, un temps de breathwork, un temps de coaching. Et je m'adresse à la personne, mais à travers l'écran. Et elle peut le vivre comme ça, à son rythme, soit en une journée, soit en plusieurs fois, et autant de fois qu'elle veut pendant toute la saison, quoi. Plein de créativité, plein de super idées pour nous accompagner vers la joie, en suivant notre joie. Avant de te donner le mot de la fin, Sophie, je voulais te remercier pour tout ça. J'ai encore, tu vois, à te côtoyer, j'apprends beaucoup, mais aujourd'hui encore beaucoup pendant cet épisode. Donc un grand, grand merci. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Quel est ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est vraiment de se rappeler que
tout est possible, absolument tout, et que, tu vois, c'est Laurent Gounel qui le disait, et je trouve ça vraiment très très juste. L'homme n'a de limite que celle qu'il se fixe, et la femme aussi. Et souvent, la femme, elle a non seulement ses barrières, mais celles que peut-être d'autres lui ont mis sur le dos dans l'éducation et d'autres choses. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'ouvrir les box, tu vois, d'ouvrir les barrières et de se dire, mais si on revenait à de vastes prairies sur lesquelles on va pouvoir enfin exprimer notre singularité, notre joie, notre élan, notre enthousiasme, et du coup, quel monde ça peut donner, tu vois, dans cette perspective-là. Donc je crois que aujourd'hui, on est prêt à ça. On est prêt à réouvrir tout ce qu'on avait mis dans des boîtes et tout fermer. Et ça, c'est l'affaire de chacun, tu vois, de jouer sa partie là-dedans, de faire tomber ces barrières-là pour retrouver notre 360 d'expression, quoi. Voilà. Merci Sophie. Merci Marilla. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à l'envoyer à tes amis et à me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée.